Donc, Pardon. Bonsoir à toutes et à tous d'être venus ce soir pour notre première conférence dans le cadre de notre nouvelle exposition sur Edward Steichen, Aerial Views in Pink Suits, a Fresh Perspective on Edward Steichen, avec des nouvelles acquisitions du Musée national. Et pour cette première conférence, on est très heureux d'avoir notre restauratrice interne, Francesca Vantellini, avec nous pour cette première conférence qui s'appelle Préservation et restauration des tirages de Steichen. Elle est donc spécialisée dans la restauration des photographies. Elle a fait ses études de restauration à l'Accademia di Belle Arti di Brera à Milan et depuis 2015, elle travaille en tant que restauratrice indépendante au Luxembourg et elle a notamment aussi déjà collaboré avec plusieurs institutions ici au Luxembourg comme le CNA du Lanche, la Villa Vauban et aussi le MNHA. Et elle a aussi, elle s'est occupée de la restauration de l'exposition The Bitter Years qui a été montrée, qui est conservée par le CNA et a été montrée jusqu'en 2020 au Wasserturm à Dudelange. Et également la restauration de la fameuse Family of Men à Clairvaux. Elle est donc l'experte dans la conservation et la restauration des collections Steichen et je suis très heureuse de la voir ici ce soir et je vais donner la parole à Francesca. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir parce que je vais vous parler en fait d'un sujet qui n'est pas trop connu, c'est-à-dire la préservation et la conservation des photos. Et en plus, je vais parler aussi des problématiques liées à ces matériaux très sensibles. On parle surtout de la collection d'Edward Steichen, ici au MNHA. Il s'agit de la collection la plus importante de photographies qu'on a au musée. Mais évidemment, on a aussi d'autres photographies. Mais voilà, la collection Steichen. Steichen était un photographe peintre dans le sens qu'il aimait bien essayer des nouvelles techniques photographiques. On a ici au musée des photos couleurs, des photos noir et blanc, différents procédés. Et dernièrement, on a aussi des nouvelles acquisitions. Du coup, on a enrichi un peu notre collection avec soit des photos faites par Steichen lui-même, et soit des photos d'autres photographes dont Steichen est le sujet de ces photos. Du coup, vous voyez qu'on a là aussi, par exemple, des photos couleurs, mais on a aussi des négatifs photographiques sur support souple. Et voilà, alors, du coup, on parle de la restauration dans la pratique parce que, en fait, avec les nouvelles acquisitions, on a dû quand même intervenir sur des photos parce qu'elles avaient différentes problématiques. Et juste pour vous expliquer un peu, les étapes de la restauration des collections photographiques sont différentes. Ce n'est pas juste de la restauration, mais ce qui est très important aussi est l'identification des procédés et est aussi l'identification des altérations présentes sur la photo, des matériaux dont elle est composée. Et du coup, après avoir fait ça, on peut quand même opérer avec la restauration et agir aussi sur sa conservation à niveau du conditionnement et aussi du monitorage de collection. Voilà, alors, pour parler en fait de l'identification. Pourquoi il est très important d'identifier? Il existe différents procédés photographiques. C'est pas que voilà, on est habitué avec notre GSM maintenant ou avec
les photos qu'on voit au musée, on pense qu'on n'a qu'un procédé photographique. C'est pas vrai. Alors, du coup, un travail très important du restaurateur de photographie est l'identification du procédé. Et comme on voit ici, en fait, la photographie est un objet composite constitué de plusieurs couches. On a, par exemple, ici, on a une structure d'une photographie noir et blanc sur papier barité, qui est un des procédés que vous trouvez le plus souvent dans les musées, exposés dans les musées. On a normalement du papier comme base sur laquelle il y a puis une autre couche de gélatine, de solvate de barium, et puis d'autres matériels photosensibles. Si vous voyez maintenant, très brièvement, j'aborderai un peu la structure des photos, juste pour vous expliquer combien de types de photos il existe. Par exemple, il y a des photos qui sont composées seulement par une couche. Du coup, on a quand même le support qui peut être en papier ou d'autres matériels, et puis l'argent métallique formant l'image intégrée dans les fibres du papier, comme dans le cas des épreuves sur papier salé, les platinotypes, les palladiotypes, les cyanotypes. Puis on a aussi des photographies à structure à 2 couches, comme par exemple pour les épreuves sur papier albumimé. 3 couches, c'est comme je dis tout à l'heure, par exemple pour les épreuves gélatino-argentiques. À 4 couches, c'est-à-dire les photos un peu plus récentes, avec normalement aussi un papier plastifié sur lequel on a puis d'autres matériels. Et puis on a aussi, pas que seulement les positifs, tirages, aussi, on a aussi les négatifs photographiques qui peuvent être sur plaque de verre, sur support souple, et puis dernièrement les photographies digitales. Du coup, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs types de procédés. Il n'est pas toujours facile d'identifier ce type de procédé, et du coup, c'est pour cela que, en fait, le travail du restaurateur de photographie devient très important aussi au sein du musée, parce que on peut aider aussi les conservateurs à comprendre comment il vaut mieux conserver les photographies, comment il vaut mieux les exposer, etc. Du coup, alors, on identifie, par exemple, sur les photos, on prend, par exemple, à travers un loupe, on regarde s'il y a des patterns ou d'autres choses qui nous aident à identifier des procédés. Par exemple, dans ces cas-là, il s'agit d'une lithographie, d'une photolithographie. Puis, on peut regarder aussi, pas seulement l'image, mais on peut regarder aussi, on doit regarder aussi les versos des photographies. Par exemple, ici, j'avais analysé, sur demande de notre conservateur, j'avais analysé les versos des photographies pour comprendre s'il s'agissait d'une photographie avant 1950 ou après 1950. Je vous explique très brièvement. En fait, avec une lampe UV, on peut comprendre s'il s'agit d'un papier plus récent qui est daté avant 1950, parce qu'après 1950, dans les papiers, ils ont mis quand même des produits qui rendent le papier un peu plus bleu, qui ont cette couleur bleue. Du coup, si on voit que le papier a cette couleur bleue, il s'agit quand même d'une photographie un peu plus récente. Du coup, par exemple, dans ces cas-là,
mon travail avec mes collègues qui m'ont aidé dans ces trucs-là. Mon travail était de dire au conservateur si voilà, la photographie était par exemple vintage ou non. Puis, dans les procès d'identification, avant d'effectuer la restauration, il faut aussi identifier s'il y a, par exemple, sur une photo, la présence de retouches ou de vernis. Dans ce cas-là, il faut faire très attention parce que dans le cas des retouches originelles, on ne peut pas effectuer un nettoyage superficiel de la photographie parce qu'on risque d'éliminer quand même des traces qui font partie de l'histoire de la photo. Du coup, on analyse la présence aussi des vernis parce que s'il y a des vernis, c'est la même raison pour laquelle on ne peut pas intervenir directement à la photo en le nettoyant avec des solvants ou d'autres choses, parce qu'on élimine toujours une partie très importante de son histoire. Puis, on regarde aussi la présence des signatures, tampons, étiquettes pour la même raison. Par exemple, sur la première photo à gauche, il y avait une signature originale de Station, faite à crayon. Là, c'est en fait très important d'identifier les signatures originelles ou des notes faites par l'artiste même, parce que si on l'efface, alors on perd des informations importantes et on réduit aussi la valeur de la photo. Puis on regarde s'il y a des tampons ou d'autres étiquettes qui peuvent nous fournir des informations importantes sur la photographie. Du coup, comme vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'un travail mécanique, mais il y a quand même beaucoup de recherches avant la restauration. Du coup, une fois qu'on a quand même identifié tout ce qu'il nous faut pour pouvoir quand même opérer une restauration qui respecte l'originalité de l'œuvre, on peut en fait commencer avec la restauration conservative. Parce qu'ici au musée, on ne fait que de la restauration conservative, et qui est complètement différent de ce qu'on appelle réparation et restauration digitale. En fait, normalement, quand on parle de restauration des photographies, il y a beaucoup de monde qui demande « Ah, mais alors il s'agit d'une restauration digitale avec Photoshop ?» Non, ce n'est pas ça. Ici au musée, on agit vraiment sur l'objet, et c'est ce qu'on fait, en fait, une conservation curative. Moi, je mets une conservation curative similaire à la médecine préventive, dans le sens qu'on doit intervenir sur l'objet et sur les facteurs de dégradation. Qui ont en fait amené à la détérioration. Du coup, on doit préserver la physicité de l'objet pour pouvoir le communiquer, pour pouvoir en fait le montrer au public dans le temps et être sûr d'avoir en fait un objet photographique qui peut survivre pour longtemps. Alors, en parlant de problématiques qu'on a identifiées dans les nouvelles acquisitions, on a trouvé surtout qu'il y avait quand même des altérations physiques, biologiques et aussi chimiques. Par rapport aux altérations physiques, il y avait de la saleté, ou sinon des déchirures et des lacunes. C'était quand même des altérations qui avaient été provoquées par une mauvaise manipulation.
Par exemple, ici, on voit, ici, il y a des empreintes de doigts qui ont laissé des traces. Ou sinon, là, il y a quand même des enfoncements. Probablement, il y avait des agrafes qui ont provoqué cette altération. Puis, si on voit, il y a déjà la flèche. Je ne sais pas si vous remarquez bien ici. Mais il y a des abrasions superficielles. Et puis, la plupart des photos étaient intéressées par la présence d'écoles. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de photos qui avaient été montées sur le passe-partout avec du ruban adhésif au double face. Et vous voyez ici aussi, il y avait du double face directement sur les versos de la photo. Ici aussi, il y a un autre exemple. Là aussi, il y avait quand même toujours du ruban adhésif utilisé pour le montage des photographies sur les passe-partout. Là encore, voilà. Et en plus, la photo avait gondolé aussi sur les bords. Ici, on a du gondolement et toujours des déchirures, toujours à cause d'une mauvaise manipulation. Et ici, on voit surtout des altérations chimiques. En fait, tout à l'heure, je vous ai montré les traces d'empreintes des doigts. Les empreintes des doigts peuvent amener aussi à la formation de ce qu'on appelle miroir d'argent. Alors, c'est en fait, vous voyez ici, non, plutôt dans les bords. C'est pour cela qu'au musée, normalement, ce serait une bonne habitude de manipuler toujours les photos avec des gants. Parce que si on le touche avec les mains, même si elles sont propres, on a toujours un peu de graisse sur les doigts et on laisse des traces qui peuvent quand même abîmer la photo. Et une fois qu'il y a le miroir d'argent, on ne va plus à l'arrière, dans le sens que ça reste comme altération chimique. Ici aussi, on a encore du jaunissement, un peu d'affaiblissement, etc. On avance encore. Et ici, il y a une photo couleur qui a changé de couleur. En fait, elle a perdu un peu de densité. Et malheureusement, pour ce qui concerne les altérations chimiques, on ne peut rien faire dans le sens qu'elles sont un peu irréversibles. La seule chose qu'on peut faire est agir d'une façon conservative. Du coup, c'est pour cela qu'on verra après. C'est pour cela qu'il est très important aussi d'agir à niveau de conditionnement et de conservation. Voilà. Alors, ici encore, on a des moisissures qui étaient voilà, dans les moisissures là, là, là et là. Du coup, on a dû quand même faire pas mal d'interventions sur la nouvelle acquisition. Alors, toute opération de restauration doit être réversible. Parce qu'en fait, comme je dis tout à l'heure, il s'agit quand même de restauration conservative. Du coup, on utilise toujours des matériaux qui sont testés avant d'être utilisés sur les photographies. Et puis, même quand il s'agit de faire des réparations, des déchirures, comblements et tout ça, on utilise des colles, des matériaux qu'on peut enlever, éliminer facilement. Du coup, en fait, voilà, par exemple, ici, ce qu'on a fait sur la nouvelle acquisition, c'était surtout en fait la réparation des déchirures, nettoyage, dépoussiérage. Dans les cas des moisissures, on a quand même désinfecté la photographie et on a fait des comblages de lacunes et en dernier, un peu de retouches.
Alors, pourquoi il est très important aussi de dépoussiérer les photos? On utilise toujours, là aussi vous voyez, il y a une brosse avec des poils très doux et qui a quand même le pouvoir d'enlever la poussière. La poussière, en fait, elle contient quand même des microbes et d'autres substances qui peuvent favoriser la création la formation de moisissures, la formation d'altérations chimiques. Du coup, même s'il nous semble une opération plutôt simple à effectuer et peut-être un peu inutile, c'est la première chose à faire avant toute opération. Puis voilà, il y avait des photos qui avaient un peu de saleté. Alors du coup là, on a fait, ici il y a une photo avant restauration et après. Vous voyez ici, il y avait des traces de saleté. Et puis, en fait, on a nettoyé avec du solvant et on a enlevé les traces. Et ici, par exemple, il y avait quand même des déchirures sur les cartons de support d'une photographie et on a réparé la déchirure. Surtout parce que dans ces cas-là, on devait quand même monter ce passe-partout et montrer la photo au public. Alors, du coup, c'était une réparation faite exprès pour cette exposition. Et pour éviter en fait de perdre quand même des morceaux de la photographie originelle. Alors ici, il y a un exemple d'une restauration sur une photographie du début à la fin, disons. Alors, comme vous voyez dans la photo que je vous montre ici, dans la première image, on voit qu'elle était montée sur passe-partout. En fait, elle était collée entre la fenêtre du passe-partout et le support, avec de l'adhésif double face. Du coup, il a fallu enlever quand même l'adhésif. Avant de faire ça, bien évidemment, j'ai effectué des tests pour voir quelle était la meilleure façon pour intervenir. Et ici, je suis en train d'enlever un peu la colle avec... ça, c'est comme un sèche-cheveux qu'on utilise. Et vu qu'il y a malheureusement des fragments qui sont restés collés à l'adhésif et au carton, après j'ai dû quand même enlever les fragments avec du solvant, comme celle là-bas en bas, vous voyez, hein? Il y avait des lacunes. Et puis, j'ai remplacé les lacunes avec les fragments originaux. Du coup, il manquait que les coins à gauche. Mais là, alors, je suis intervenue avec de la retouche. Voilà, ça c'est à gauche la photo au début et à droite à la fin. Elle était montée sur passe-partout avec des coins polyester pour cette expo. Et puis, une fois que l'expo sera terminée, on fera un autre type de montage pour la conserver au mieux dans nos dépôts. Et voilà, ici, c'était monté sur passe-partout. Du coup... Voilà. Au-delà de la restauration, il faut prendre des mesures préventives contre les dégâts d'origine physique qui sont surtout provoqués par une mauvaise manipulation et contre les dégâts d'origine chimique
qui sont provoquées par un conditionnement qui n'est pas bon pour la photo. Du coup, on doit agir à niveau d'exposition. Par exemple, pour l'exposition, il faut éviter d'exposer les photos pendant longtemps. Du coup, il faut limiter l'exposition dans le temps. Il faut effectuer aussi un veille sanitaire et contrôler quand même les valeurs environnementales. C'est la même chose aussi contre les dégâts d'origine biologique qui sont toujours provoqués par un mauvais contrôle des valeurs environnementales, mauvaise exposition, etc. Donc, par exemple, pour le conditionnement, s'il y a un collègue à moi qui est en train de ranger les photos dans les armoires qui se trouvent dans nos dépôts, voilà, on agit en utilisant des matériaux qui ont passé de tests, et notamment, par exemple, le Photographic Activity Test, qui est fait exprès pour la conservation des photos. Du coup, vous voyez qu'il y a différents types de matériaux. On a des pochettes en papier, en plastique. Il s'agit toujours des matériaux qui sont sans acide et du coup, ils ne peuvent pas abîmer la photographie. Et maintenant, je voulais vous montrer à propos de ce que je dis par rapport à l'exposition à la vieille sanitaire. Pourquoi il ne faut pas exposer pendant longtemps les photos? Il faut quand même utiliser, il faut quand même surveiller les conditions environnementales parce que si on ne fait pas ça, on peut arriver à une situation pareille. Dans le sens, à gauche, il y a une photo. La photo à gauche avait été faite en 2007, je pense, et celle-ci à droite avait été prise en 2020, si je me rappelle bien. Du coup, vous voyez que, en fait, les couleurs ont changé beaucoup dans 13 ans. Et dans ce cas-là, par exemple, dans notre musée, on a décidé de ne plus exposer des photographies couleurs qui sont très sensibles à la lumière parce que on a quand même le devoir du musée de préserver les photos dans le temps et de permettre au public de les voir pendant longtemps. Mais dans ce cas-là, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, la seule chose à faire éventuellement est de faire une reproduction pour permettre au public de pouvoir encore profiter de la beauté des tirages. Et vous voyez qu'en fait, c'est surtout la photo couleur qui est un peu plus sensible à cette variation et surtout à la lumière, par exemple, UV et infrarouge. C'est pour cela aussi qu'au musée, on utilise toujours des verres qui sont faits exprès contre ce type de radiation. Et aussi, on essaie quand même de garder des valeurs minimales de lumière pour permettre en fait une préservation de l'objet. Et une autre chose très importante aussi pour comprendre si l'objet a vieilli ou non, s'il y a eu quand même des altérations qui sont survenues après un moment, on utilise aussi toujours un constat de conservation. On remplit toujours un constat de conservation, un constat d'état de la photographie, où on met quand même des informations concernant pas seulement les dimensions, les types de procédés, etc., mais aussi, vous voyez ici, on va marquer toutes les altérations qui sont présentes sur la photographie.
Comme ça, on sait que, par exemple, en 2022, on a quand même analysé la photographie et il y avait, par exemple, sur les bords, il y avait du miroir d'argent jusqu'à là. Et puis, voilà. Et puis, dans 10 ans, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va analyser la photographie. S'il y aura d'autres altérations, il pourra quand même les marquer toujours sur la même fiche de constat. Du coup, ça, c'est un outil très important ici au musée parce que, en fait, il nous aide pour comprendre un peu mieux ce qu'on peut faire pour améliorer éventuellement aussi la conservation de notre collection. C'est pour cela que, par exemple, dans le futur, on a, parmi les autres initiatives et les autres propositions que notre chef de service aussi fait souvent, on a aussi l'idée d'analyser, par exemple, la densité des couleurs et d'autres photographies. On a comme idée de prendre un échantillon de photographies analysées parmi les procédés les plus sensibles pour voir si dans les temps il y a quand même des changements. Voilà. En dernier, puis j'ai presque terminé, ce qui est très important, c'est de contrôler les valeurs environnementaux. C'est-à-dire surtout température, humidité. Et pour faire ça, en fait, il y a quand même des systèmes aussi d'aération qui sont installés ici au musée. Et normalement, on devrait garder toujours température, humidité constante dans le temps pour éviter en fait la formation surtout soit de moisissures, soit d'altérations chimiques. Pour nous aider aussi dans les relevés pour analyser en fait si les valeurs sont constantes, on a quand même des machines qui enregistrent toujours tout le temps en fait cette valeur. Et voilà, alors moi j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si tout était clair, mais entre-temps, je voulais quand même remercier toute l'équipe, mon chef du département Muriel Prior, l'équipe du service dépôt, régie, restauration, atelier, avec lesquels je travaille tout le temps et avec lesquels on s'échange toujours des idées, d'autres informations. Les conservateurs du département des Beaux-Arts, qui ont permis aussi l'achat de nouvelles acquisitions, et les services du public et les services de communication qui m'ont permis de parler ce soir. Mais c'est ça. Il y a des questions de... Oui Alors, en fait, normalement, par exemple, pour l'exposition de Station au 5e étage, on a prévu 3 mois d'exposition. Parce qu'après 7 ans, on préfère quand même toujours de remettre les photographies au dépôt pour éviter en fait qu'elles s'abîment. On fait toujours des expositions avec une rotation des photographies. Du coup, toutes les photographies aussi qui sont exposées tout le temps ici au musée sont toujours enregistrées dans notre base de données pour suivre en fait leur exposition, soit ici au musée, soit à l'étranger, si on doit faire des prêts à l'étranger. Parce que
le problème avec les photographies est que, en fait, par rapport aussi à la quantité de lumière qui est permise pour leur exposition, elle est cumulative. Du coup, une fois qu'on est arrivé à la limite maximale, on ne pourrait plus les exposer. Et du coup, là, il faudrait éventuellement prévoir de faire une reproduction, ou c'est à cause de ça que le condition report, l'analyse de l'état de conservation est très important pour nous aider dans l'évaluation, de dire OK, oui, je peux exposer encore la photo parce que j'ai vu que pendant des années, elle n'a pas eu quand même des dégâts, etc. Oui. Dans l'exposition, il y a aussi quelques photos extraites de camera work qui en fait qui ne sont pas des photos. Mais, alors, comment traiter ce genre de... Alors, je ne les appelle pas photos, mais oui. comment est-ce qu'il faut les appeler, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a... Voilà, est-ce que ce sont des objets moins fragiles que, par exemple, les photos Ça dépend du procédé. Alors, quand on parle, par exemple, des tirages noir-blanc argentique, normalement, les photos de ce type-là sont moins sensibles que si on parle, par exemple, de photographies digitales. Ça pourrait être un peu bizarre comme chose, mais en fait, les procédés argentiques étaient beaucoup plus stables. Par contre, les tirages digitaux sont faits avec des encres, etc., qui sont très sensibles à la lumière. Et par rapport aux autres procédés, il n'existe pas seulement en fait des procédés photographiques, mais comme on voit dans l'exposition au 5e étage, il y a aussi des procédés photomécaniques. Dans ce cas, voilà, on peut quand même garder les mêmes conditions de conservation que les autres photographies sans problème. Mais les problèmes chimiques ou biologiques, les problèmes, alors, les problèmes chimiques, oui, on les voit moins sur ce type de photos, qui ne sont pas des photos. C'est pour cela qu'on voit moins les altérations chimiques. Oui, oui, ça c'est vrai, ils sont un peu moins sensibles. Mais c'est vrai aussi qu'à niveau des couleurs, voilà, la couleur change tout le temps. Puis c'est vrai aussi que ça fait partie de la vie, comme nous, êtres humains aussi, la photo, malheureusement, elle va quand même vivre pendant des années, mais voilà. Puis, à un moment donné, c'est pour cela qu'il faut faire le mieux que possible pour la préserver le plus long dans le temps. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux papiers comme Hahnemann. on dit, voilà, ils gardent des couleurs pendant 100 ans, mais pas d'expérience. Qui sait? Non. Ils nous disent ça, mais puis il faudra attendre quelques années avant de voir si c'est vrai ou non. En plus, aussi, par exemple, la photographie, quand même, elle est née en 1839, du coup, elle est toujours encore un sujet qu'on connaît encore à nos jours. Par exemple, pour les tableaux, ils existent depuis longtemps. Pour la photographie, on n'a pas de connaissances, autant de connaissances. Il faut juste un peu voir dans les prochaines années si, par rapport à ce type de photos, il y aura des changements aussi à niveau, peut-être à niveau des compositions chimiques, parce que de toute façon, il faut aussi penser au fait que les usines qui produisent les papiers
ils peuvent quand même ajouter ou enlever des substances, mais on ne le sait pas. Du coup, voilà, on ne peut rien dire avec certitude. Oui. Non, elles sont quand même récentes, du coup, voilà, jusqu'à maintenant, je pourrais dire la plupart sont dans un bon état. Ça dépend aussi d'où on conserve les photos. Parfois, il y a quand même du jaunissement sur les bords. Du coup, voilà, c'est... Il y a le papier qui est devenu un peu plus jaune sur les bords. Et ça, c'est un début d'altération chimique. Du coup, Est-ce qu'il y a eu des tirages pour la collection Steichen qui ont été à base de négatifs? Je pense que c'est Bruce Davidson qui tient encore les négatifs. non, le négatif, c'est non. Là, je ne sais pas. Je laisse pas. Ok, mais on a quand même refait les négatifs. Ah non, oui. Alors, en fait, les négatifs qu'on a achetés, on les a quand même fait reproduire par un photographe. Il s'agit quand même de reproductions digitales. Ne sont pas des... Oui, pour cette expo, il était prévu de faire comme ça. C'est pas correct. Là, mais bon, en fait, dans cette expo, il n'y avait pas seulement l'idée d'exposer, de présenter des vintage, mais en fait, ce qui était important était aussi les sujets. Du coup, voilà, c'est pour ça le choix du conservateur était aussi de montrer les sujets qui étaient Steichen, mais on n'a pas donné toujours peut-être beaucoup d'importance au procédé qui avait été utilisé pour présenter les photos. Il était bon, oui, il était très bon. Oui, il faut toujours... aussi pour les négatifs, c'est la même histoire que pour les tirages photos. Oui, il n'y a pas... C'est un autre support, mais en fait, oui, pour vous expliquer, c'est vrai, il y a différents supports. On a l'habitude de voir la photographie sur papier, mais c'est vrai qu'il y a différents supports. Pas seulement pour les négatifs qui pouvaient être sur, par exemple, plastique, comme dans ce cas-là, mais aussi ils ont utilisé pour la photographie du verre, du cuivre, différents matériaux. Pour ce qui concerne les négatifs, en fait, le problème est que les plastiques qui ont utilisé comme support souple sont différentes. Et du coup, là aussi, il faut identifier quel type de plastique ils ont utilisé parce qu'il y a des plastiques, par exemple, comme les nitrates de cellulose qui sont dangereux parce qu'ils peuvent quand même s'enflammer. Et du coup, alors, dans ce cas-là, il faut prévoir un type de conservation à part. Puis, il y a de l'acétate de cellulose qui peuvent quand même développer ce qu'on appelle le syndrome de vinaigre, où il y a quand même une odeur de vinaigre qui sort du plastique. Et du coup, là aussi, il y a encore un autre type de conservation, de conditionnement. Et puis, il y a le polyéthylène, qui est la plastique la plus stable jusqu'à maintenant,
donc pas quand même beaucoup de problèmes. Et on utilise aussi le polyéthylène comme pour les pochettes transparentes qu'on a vues tout à l'heure. Oui. C'est toujours, il faut toujours que les matériaux qu'on utilise pour le conditionnement ont passé quand même ces photographic activity tests. Mais normalement, en fait, ce type de plastique ne donne pas de problème. Ce qui change à niveau de conservation est toujours aussi de penser quel type d'utilisation on doit faire de l'objet. Du coup, si on doit quand même le visionner plusieurs fois, ou sinon si on peut les conserver à l'abri de la lumière dans des pochettes en papier. Puis, il faut aussi penser au budget. Ça, je parle aussi surtout à niveau des privés, dans le sens que le plastique, le matériel plastique coûte très cher. Oui, du coup, voilà. Aussi, les papiers, maintenant, dans les dernières années, il est devenu quand même cher aussi. Et du coup, il faut trouver quand même la meilleure solution, soit pour au niveau de l'argent qu'on a à disposition, soit en fait à niveau d'où on va quand même conserver les objets. Du coup, par exemple, pour ce qui concerne les privés, je dirais jamais de conserver, par exemple, les photos dans une cave ou dans les greniers, mais de les mettre plutôt, si on a quand même des armoires en métal et loin des murs, de préférer ça. Il y a des petites actions qu'on peut quand même faire pour éviter d'endommager la photo. Oui. La meilleure qualité, mais qualité de quel niveau de... Je parle de plaques de verre de très grand Oui, qui donne une planche comme table, quoi. oui. Tu fais la meilleure des qualités, quoi. Là, je ne sais pas. La photo qui a été vendue, Oui. Ah oui, de Station. Ah oui, oui, oui. c'était une plaque de verre ou est-ce qu'il y avait... Ah là, je sais pas si c'était... Là, j'ai aucune idée, non. Un tirage, oui, oui. Oui, non, mais s'il a été tenu dans le négatif, je ne sais pas. Mais oui, oui. Cette époque de l'avant-guerre, une grande partie des négatifs ont été détruits pendant la Première Bah Guerre oui. mondiale. Mhm. Donc, pour certaines photos, des tirages qui ont été faits avant, qu'il a réalisé pour Stiglitz, par exemple, ces tirages-là sont très rares. En plus, c'était le Flatiron. Voilà. Ah, peut-être. Ah, Là, il y a très peu de tirages connus, en plus dans différentes couleurs. Donc là, on sait que c'est très rare. Tandis que les photogravures du même objet. Là, il y en a. Oui, oui, oui. Oui, parce que en fait. La qualité dépend également du cadre, c'est-à-dire les caméras qui ont été mises en œuvre là, c'était du 24-30. C'est-à-dire, c'est comme planche contact. Ah oui, bah, là, je n'ai pas d'infos, malheureusement, par rapport. Je ne sais pas, mais de toute façon, moi, en tant que restauratrice, soit si je me trouve devant une reproduction ou une photographie originale, je dois quand même intervenir de la même manière. C'est vrai que s'il s'agit d'un original, il faut faire un peu plus d'attention parce que voilà, on a quand même un peu plus peur de l'abîmer. Mais en tout cas, une fois qu'on a l'objet devant nous, c'est vrai qu'on va faire l'analyse de procédés, etc. Mais puis, à niveau de caméras qui ont été utilisées, tout ça, c'est pas toujours si
si possible. Vous avez parlé de l'importance de la température Oui. ambiante. Oui. Je suppose que dans un musée, au CNA, il n'y a pas de problème parce Oui. que là, on s'est réglé. Oui, oui. Et dans les collections privées, comment est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vous conseille, vu qu'on ne peut pas quand même garder toujours la même température, humidité constante dans le temps, il pourrait être utile d'utiliser pas des pochettes, par exemple, en plastique, mais plutôt du papier. Comme ça, en fait, le papier agit un peu comme protecteur des variations environnementales. Et puis, c'est ce que je dis à madame tout à l'heure, éventuellement de le mettre dans des boîtes, à l'abri quand même de la lumière, loin des murs où il y a quand même, loin des murs aussi des tuyaux. Si on a des tuyaux d'eau qui passent dessus, alors il faut éviter de mettre, conserver les photographies dans ces zones-là. Oui, oui. Il y a quand même oui, des petits trucs à faire qui peuvent quand même nous aider pour préserver nos collections. C'est plutôt froid. Et alors, oui, bah, non, c'est plutôt froid. Oui, non. Moi, je dirais plutôt froid. Mais on sait maintenant, avec les changements climatiques, c'est un peu difficile d'avoir la température. Du coup, c'est pour cela que je dis... Mais si vous avez un endroit dans la maison qui est plutôt stable, alors je vous dirais, vous le mettez là-bas. Et puis, voilà, même s'il y a quand même des changements de température, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas quand même changer notre maison, de faire devenir un musée, mais bon, on peut quand même éviter des dégâts qui viennent de l'extérieur. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui. Bon, si vous avez plus de questions, alors, je ne sais pas si Lise, tu dois dire quelque chose. Non. Merci à tous. Oui. Voilà. C'est le 2 mai. Le 2 mai, voilà. Merci beaucoup et passez la journée. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.